Bonjour tout le monde. Bonjour Marc. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et Est-ce toi? qu'on peut se tutoyer? Certainement, avec plaisir. Parce que c'est pas la première fois qu'on se voit. Non, effectivement. Ça fait quand même longtemps, hein. Pour Oui, les gens qui ne le connaissent pas, Marc a été mon professeur à l'université. oui, effectivement. Voilà, donc là on se revoit. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est éthique, responsabilité sociale, environnementale, mais toujours dans le domaine du business. Et c'est vrai que c'est tout ce qui est éthique et légal, c'est souvent quelque chose euh, qui est peut-être mise en second plan. Alors je suis très très contente qu'on puisse consacrer un épisode à ça. Ok. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu t'introduises de la manière dont tu veux pour qu'on puisse connaître un petit peu le profil de Marc, quelle a été ton expérience et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Bien, premièrement, merci beaucoup de m'inviter avec vous aujourd'hui. Moi, je suis de formation, je suis un comptable, donc je suis ce qu'on appelle un CPA, un comptable professionnel agréé. J'ai commencé ma carrière en cabinet comptable pour une des 4 grands cabinets. J'ai passé 10 ans en cabinet comptable. Par la suite, je me suis spécialisé, moi, dans le côté, à ce moment-là, on appelait ça dans le côté prévention de la fraude. À ce temps, on appelle ça plutôt des services spéciaux, mais à ce moment-là, on appelle ça le domaine qui était prévention de la fraude. Donc, j'ai été me chercher des certifications à titre de jury comptable. Donc, je suis un comptable qui regarde tout ce qui s'appelle crime financier, euh, comportement non éthique qui se rattache aux finances, bien entendu. Donc, j'ai fait ça je fais ça aussi encore depuis plusieurs années. J'ai aussi la chance d'être chargé de cours à l'Université d'Ottawa. Donc, j'enseigne à l'école de gestion ainsi qu'à la faculté de droit depuis maintenant plus de 35 ans. Donc, j'ai commencé très jeune, c'est une blague. Mais oui, j'ai eu la chance de faire plusieurs années au niveau de l'enseignement, quelque chose qui me passionne beaucoup. Et j'ai aussi la chance de siéger sur différents comités. En ce moment, je siège on appelle ça un comité ministériel d'audit avec la sécurité publique du Canada. Donc, j'apporte mes connaissances comptables et légales dans le domaine de l'analyse je te dirais, des opérations qui se rattachent. Moi, dans mon portfolio, j'ai la Gendarmerie royale du Canada et j'ai aussi les services de renseignement canadiens. Donc, je m'assure que les règles sont respectées et que les budgets qui sont alloués sont utilisés correctement. Pour les gens qui entendent ces termes pour la première fois, c'est quoi l'éthique pour vous? OK. Ben, merci beaucoup pour cette question-là parce que souvent, on confond éthique et conformité. L'éthique, c'est de faire ce qu'on doit faire, ce qui est accepté par la société. Je vais donner un exemple. Souvent, dans mes cours de droit, je dis que l'éthique, c'est l'esprit de la loi. Donc, on définit une loi, lorsque le législateur l'écrit, à ce moment-là, il y a une intention, il y a un esprit. On dit on veut que la loi protège, disons, certaines personnes. Lors de la rédaction, des fois, il peut y avoir différentes interprétations qui peuvent être faites, il peut y avoir des oublis, c'est tout à fait logique. Donc, à ce moment-là, des fois, la lettre de la loi peut être un peu différente de l'esprit de la loi. Et quand on parle de la lettre de la loi, là, on tombe dans la conformité. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un peut être totalement conforme à une règle, à un engagement. On va dire que cette personne-là est tout à fait légitime de faire ce qu'elle fait. Mais ça peut ne pas être bien perçu par la société parce que, éthiquement, ce n'est pas bien parce que ça va à l'encontre de l'esprit de la loi. Donc, des fois, on a la lettre de la loi et l'esprit de la loi qui vont diverger un peu. Et quand ça diverge, on dit qu'il y a une faille dans la loi. Donc, des fois, vous entendez parler qu'il y a une faille dans la loi, ou en anglais, ils appellent ça flaw in the law. Donc, à ce moment-là, c'est parce qu'il y a une divergence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Et ce que ça résulte, c'est qu'il y a des gens qui voient ça, qui vont dire, OK, la personne, ce qu'elle fait n'est pas illégal, mais c'est totalement immoral ou c'est totalement non éthique. Donc, vous pouvez respecter la loi et avoir quand même un comportement non éthique. Donc, c'est ça des fois qui va rendre les gens un petit peu confus. Parce que pour les gens, si je dis le comportement que vous démontrez est non éthique, on pense que c'est une infraction, on va à l'encontre d'une règle ou d'une loi. Alors qu'en réalité, on peut quand même respecter la règle ou la loi. Je donne un exemple très concret. Au niveau international, on a des entreprises exemple, des entreprises canadiennes qui font affaire dans différents pays, surtout des entreprises minières. Donc, au Canada, les règles de sécurité dans le domaine minier sont très élevées. Mais on peut aller dans certains autres pays où est-ce que les règles de sécurité sont un peu moins élevées que les règles canadiennes. Donc, ce qui veut dire que dans le pays, disons X, Y, Z, vous pourriez respecter la loi, donc vous vous conformez
aux règles de sécurité qui sont inférieures à celles au Canada, mais on va quand même vous juger en disant vous êtes non éthique. Pourquoi qu'une vie au Canada vaut plus qu'une vie dans le pays X, Y, Z? Donc, on dirait vous devez avoir le plus haut des deux standards. Donc, on voit des entreprises qui vont dire j'ai été dans le pays X, Y, Z, j'ai respecté les lois, je ne sais pas pourquoi que vous m'accusez d'être non éthique. Et c'est là qu'il faut qu'on diverge un peu en disant bien, c'est parce que au Canada, tes standards sont plus élevés. Donc, les standards les plus élevés devraient être ceux que tu vas utiliser à l'échelle mondiale. Donc, c'est ce qu'on entend souvent des fois dans les médias, où est-ce qu'on va accuser des gens de comportements non éthiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ont enfreint une règle, donc on peut vraiment les mettre en état d'arrestation. Ça veut juste dire qu'ils s'exposent à un risque réputationnel. Et qui est souvent moins éthique? Une petite entreprise ou une grande entreprise? Je vous dirais, il n'y a pas de discrimination. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'opportunité auquel ils ont la chance de... Bien, si on peut dire une chance, hein, une opportunité, c'est juste une chance. Donc, ils ont une opportunité de peut-être prendre avantage d'une situation. Ce qu'il faut voir, c'est de quelle façon ils vont le rationaliser. Et c'est là que ça devient très dangereux. Parce que pour certaines personnes, ils vont dire, ben, mais c'est pas grave, tout le monde le fait. Ah, ben c'est pas grave. De toute façon, les conséquences vont être minimes. Donc, s'ils peuvent rationaliser d'avoir un comportement non éthique, à ce moment-là, l'intention et l'attrait vont être le même, autant pour une petite entreprise que pour une grande entreprise. Parce qu'on a souvent tendance à penser qu'une petite entreprise, des fois, vont avoir un comportement non éthique dans le but de survivre, de rester en affaires plus longtemps. Mais d'un autre côté, une grande entreprise peut aussi avoir un comportement non éthique parce qu'elle se dit, j'ai beaucoup d'employés, je n'ai pas le choix, il faut que j'ai ce contrat-là, et si je ne l'ai pas, il va y avoir des pertes d'emploi. Donc, ça dépend de l'individu en question et ça dépend de ses valeurs morales et éthiques. Et ça dépend aussi de la culture de l'entreprise. Beaucoup de personnes, des fois, disent, bien, c'est quoi la culture de l'entreprise? Et je leur dis toujours, la culture de l'entreprise est égale au pire comportement non éthique que la haute direction est prête à tolérer. Donc, si on ferme les yeux sur certains comportements non éthiques parce que c'est notre employé vedette ou quoi que ce soit, bien à ce moment-là, ça devient la culture au sein de l'entreprise. Donc, qu'elle soit petite ou grande, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est de dire comment est-ce que les gens dans la haute direction vont réagir face à des comportements qui pourraient être éthiquement questionnables ou ce qu'on aime dire des fois aussi des dilemmes éthiques. Donc, lorsque tu es confronté, tu ne sais pas vraiment quoi faire. Alors, étant donné que l'éthique, c'est plus quelque chose qui vient du common sense, comme on dit, et c'est pas quelque chose qui est légal, c'est-à-dire écrit sur un papier, pour quelqu'un qui se lance en business, où est-ce qu'il peut aller apprendre l'éthique? Oh, OK. Il y a différentes façons. Oui, il y a toujours les institutions d'enseignement. Il y a plusieurs cours. À cette heure, il y en a beaucoup en ligne. Quelqu'un qui dit, je ne veux pas m'inscrire dans un programme, je veux juste avoir dans l'espace de 3 heures les choses importantes à savoir. Il y a plusieurs micro-programmes, il y a plusieurs petits cours en ligne que les gens peuvent prendre. Mais je vous dirais souvent aussi des associations professionnelles, des chambres de commerce vont avoir des petites sessions d'1 heure offertes à leurs membres où ce qu'on va discuter comme tel des dilemmes éthiques. Et on va essayer de voir les impacts que ça peut avoir. Donc, on n'appellera pas ça des sessions de formation, on va appeler ça des sessions de sensibilisation. On dit toujours, on va sensibiliser les gens à certains dilemmes éthiques auxquels peut-être qu'ils sont confrontés et qui, une fois qu'on a enfreint peut-être certaines règles d'éthique, l'impact que ça peut avoir en termes de risques réputationnels. Donc, on met beaucoup d'emphase là-dessus en disant la gestion des risques. Oui, on peut gérer un risque financier, on peut gérer un risque légal, mais un risque réputationnel, c'est très difficile parce que les médias s'en emparent sur tout ce qui est les médias sociaux. Dans l'espace d'environ 48 heures, s'il y a des allégations contre vous, en 48 heures, il y a des bonnes chances qu'on ait fait votre procès et qu'on ait déterminé si vous êtes coupable ou pas. Donc, vous n'avez même pas eu la chance de donner votre version des faits. Donc, à ce niveau-là, on explique ça aux entrepreneurs et surtout aux jeunes entrepreneurs en disant, vous débutez. C'est important pour vous qu'on vous associe comme quelqu'un d'éthique et non pas comme quelqu'un qui prend avantage du système. Parce que à court terme, peut-être que vous allez tirer un avantage, effectivement, mais à long terme, habituellement, c'est jamais bénéfique. Est-ce que vous pouvez me citer des exemples concrets d'erreurs éthiques qu'un jeune entrepreneur
pourrait faire sans être conscient que c'est une erreur éthique. Et donc, quelqu'un qui nous regarde, peut-être qu'il peut éviter ces erreurs. Oui, ça pourrait être, exemple, un entrepreneur qui aurait la chance peut-être de bénéficier d'un programme auquel il qualifie, mais pour lesquels il n'y a pas nécessairement besoin. Je vais vous donner un exemple. Si vous vous souvenez, quand il y a eu la pandémie, vous avez probablement voulu l'oublier, bien entendu, mais ça s'est produit. Le gouvernement canadien a mis sur pied des programmes pour aider les entrepreneurs et pour qualifier, c'était en fonction de la réduction de vos ventes ou, pour certains programmes de l'aide à l'emploi, c'était en fonction de votre masse salariale. Donc, vous pourriez, certains entrepreneurs étaient dans des industries qui, eux, bénéficiaient, d'exemple, de la pandémie plutôt qu'en souffrir. C'était des entreprises qui étaient dans le domaine d'offrir comme tel des équipements de protection personnelle. Donc, eux pouvaient qualifier en fonction de la masse salariale et de la réduction peut-être de vente jusqu'à certains points. Et à partir de là, il n'y en a peut-être pas nécessairement besoin. Donc, des personnes qui n'en avaient pas besoin pouvaient quand même les bénéficier. Et là, ça devenait des fois une question d'éthique en disant, oui, je qualifie pour avoir cette subvention, mais j'en ai pas vraiment besoin. Ça sera un peu comme si vous diriez, j'ai un étudiant qui qualifie pour un prêt ou une bourse, mais il dit, je n'ai pas vraiment besoin, moi, le laisser à quelqu'un d'autre. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui le feront peut-être pas. Donc, des fois, un dilemme éthique, c'est un petit peu ça. Et on a vu des entrepreneurs qui étaient confrontés à certains dilemmes éthiques. Et des fois, ça pouvait même être aussi, des fois, sans s'en rendre compte. Il y en a qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire du recrutement. Et l'intelligence artificielle qu'ils utilisaient avait peut-être certains biais. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a certains types de personnes qui étaient défavorisées dans le processus de sélection. Donc, parce qu'on a voulu accélérer le processus, on a utilisé l'intelligence artificielle et ça a résulté en une problématique dans le sens qu'on a discriminé contre des gens sans même le vouloir. Mais une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait pour corriger la situation? Donc, ça aussi, c'est un dilemme éthique. Et donc l'éthique, il y a aussi la fraude à côté. Est-ce que c'est des contraires purs? Le contraire d'éthique, c'est la fraude un petit peu? Je vous dirais, la fraude, c'est un acte criminel. Donc, c'est vraiment, vous allez enfreindre une loi ou une règle, alors que l'éthique, c'est pas nécessairement d'enfreindre, sauf que quand on parle de comportement non éthique, frauder, donc commettre un acte illégal, va être considéré aussi comme étant non éthique. Donc, à ce niveau-là, oui, si vous faites des fausses déclarations, vous produisez des faux documents, on va considérer que ce que vous avez fait était un acte frauduleux et ça va démontrer de votre part un comportement non éthique. Je sais aussi que comment dire, vous soutenez tout ce qui est diversité dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires. Est-ce que donc avoir de la diversité, c'est être éthique? Mais avant de répondre à cette question, c'est quoi la diversité pour vous dans le monde des affaires? Oui, pour moi, la diversité, c'est d'avoir la chance d'avoir une représentativité, d'offrir. Pour moi, je ne regarde pas la diversité en disant j'ai combien de personnes qui qualifient pour différents programmes ou quoi que ce soit. Je regarde, est-ce que j'offre à tout le monde une chance égale? Est-ce que je m'assure comme tel de peut-être dire je dois cibler certains marchés, j'ai besoin d'avoir une certaine représentativité, donc je vais aller dans une certaine communauté. Donc pour moi, la diversité veut dire je m'ouvre à tout. Je ne me limite pas. Donc en affaires, c'est de dire on va accepter la clientèle à travers le monde, peu importe leur croyance, peu importe leur origine. Donc, on a une diversité. Et au sein des entreprises, c'est d'offrir à tout le monde une chance égale. Mais une chance égale de manière continue et non pas de manière ponctuelle. Parce qu'on a vu des entreprises qui offraient des chances égales pour une certaine période. Et par la suite, une fois que les postes étaient comblés, là, on retournait à nos vieilles habitudes de favoriser certains groupes de gens plutôt que d'autres. Donc, ça, c'était, une fois qu'on met en place un processus de diversité, bien, il faut l'appliquer de façon uniforme et de l'appliquer de façon continue surtout. Vous avez cité donc les clients. Oui. Pourtant, des fois, pour certaines entreprises, ils sont obligés d'avoir une audience spécifique qui dépend des services qu'ils offrent et des produits qu'ils offrent. Est-ce qu'ils vont être considérés comme une entreprise qui ne favorise pas la diversité? Je vous dirais non. Ils ne vont pas le favoriser s'ils décident de ne pas essayer de développer d'autres marchés. Si on dit, écoute, oui, moi, c'est vrai, j'ai une clientèle qui m'est assez captive, puis qui représente une certaine communauté,
Mais si vous dites, mais je suis ouvert à faire du développement, je suis ouvert à faire des partenariats avec d'autres entreprises dans le but de cibler d'autres clientèles cibles, d'autres clientèles potentielles, à ce moment-là, oui, vous faites preuve d'une diversité. Euh, je dis souvent que la diversité, on a des problèmes lorsque on ne veut pas être ouvert à accepter de nouvelles choses ou d'essayer de nouvelles choses. Mais si on dit, c'est vrai que j'ai peut-être jamais été exposé à la diversité, mais je serais prêt comme tel à l'inclure dans mon processus ou dans mon entreprise, bien à ce moment-là, vous démontrez comme tel un intérêt et un engagement. Et c'est ça qui devient très, très important. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas cette mentalité pourrait être vu comme non éthique dans ce cas? Bien, probablement que oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire pourquoi tu ne l'as pas. Parce que des fois, ça peut être quelqu'un qui n'est tout simplement pas conscient. Vous savez, tout le temps, des fois, à chaque fois que des fois les gens ont des comportements non éthiques, c'est parce qu'ils sont ignorants. Et je dis ignorants dans le sens qu'ils ignorent certaines particularités. Quelqu'un peut dire, moi, j'aime pas tel groupe de gens parce que. Puis là, quand tu lui parles, tu dis, bien, c'est parce que la façon que tu les perçois, ce n'est pas la réalité. Donc là, à ce moment-là, je dis, il y a un côté qui vient d'une ignorance, bien qu'en 2023, avec les médias sociaux et tout ce qu'on a, on devrait être capable d'en savoir plus, mais d'un autre côté, les gens vont nous dire, des fois, l'information, elle est biaisée, on n'a peut-être pas tous. Donc, je donne un petit bémol, mais ce que je trouve qui est important, c'est que les personnes aient cette capacité et cette volonté de faire de la recherche, de comprendre. Je veux dire, je suis une personne qui est beaucoup plus vieux que vous, donc j'ai été moins exposé à de la diversité, à tous les vieux préjugés que vous avez entendus. C'était ma génération. Mais je suis à l'affût, j'écoute, je ne reproduis pas en disant, bien, je l'ai toujours fait comme ça. Je regarde, genre 20, 23, est-ce que c'est le genre de comportement que je devrais avoir? Est-ce que c'est le genre de comportement qui est toléré? Et j'aime toujours dire à la blague, l'éthique, c'est de faire la bonne chose quand personne nous surveille. Quand quelqu'un vous surveille, moi je ne connais pas grand gens qui sont pas éthiques quand ils sont surveillés, mais une fois quand ils croient du moins que personne ne les surveille, là souvent, ces gens-là vont avoir tendance peut-être à avoir un comportement qu'on pourrait questionner. Donc, au sein des entreprises, si on dit qu'on supporte l'égalité, la diversité, l'inclusivité, c'est super. Mais fais certain qu'elle vit. Fais certain que tu peux le démontrer. Puis en termes d'éthique, c'est mieux de dire, honnêtement, je ne suis pas certain de bien comprendre quelles sont les exigences. Je vais aller m'informer. Je suis vraiment au début. Moi, j'ai vu des entrepreneurs qui disaient, le ESG, donc l'environnement, la responsabilité sociétale, puis la bonne gouvernance, ainsi que la diversité, l'égalité et l'inclusivité, j'y crois. C'est quelque chose que je trouve qui est bien, qui est noble. Toutefois, je ne suis pas un expert là-dedans, mais je vais aller m'informer, puis je vais développer quelque chose, des procédures qui va s'enligner avec les meilleures pratiques. Si vous faites ça, tant qu'à moi, vous faites preuve d'éthique. Si d'un autre côté, vous vous en servez pour un côté marketing, de dire, oui, oui, nous, ici, on est ESG, puis diversité, égalité, inclusivité, on est 100% pour ça, mais que vous ne l'êtes pas vraiment, c'est là que vous faites face à un dilemme éthique et les gens vont peut-être vous mettre un genre de label en disant, vous êtes quelqu'un de non éthique. Et à ce stade, si vous faites des recherches sur le ESG, ce qui va ressortir toujours, c'est exemple des mots comme greenwashing, où ce qu'on dit, vous dites que vous encouragez, vous faites attention à l'environnement, vous faites la promotion des bonnes pratiques pour l'environnement, mais en réalité, là, c'est pas ça que vous faites. Vous en servez uniquement pour des fins de publicité, des fins d'image. Donc, on a du greenwashing, on a du pinkwashing. C'est lorsqu'on dit qu'on offre une égalité aux femmes en milieu de travail et qu'en réalité, c'est pas vrai. On appelle ça du pinkwashing. Et à ça, on a un nouveau terme qui s'appelle le rainbow washing. Le rainbow washing, c'est lorsqu'on dit, oui, on croit dans tous les différents types d'orientation sexuelle, on encourage ça, on respecte ça, mais on le fait juste quand c'est le mois de la fierté ou quoi que ce soit, puis les autres 11 mois, on ne le fait pas. Les gens vont vous étiqueter comme étant quelqu'un qui faisait du rainbow washing. Donc, je vous dirais, la population et les gens sur les médias sociaux sont très critiques. Si vous dites que vous êtes un champion dans quelque chose, faites certain de l'être. Parce que sinon, vous allez attirer beaucoup d'attention. Puis les gens vont vous dire, non, tu fais ça pour une question d'image, tu t'en sers pour de la promotion. Et à cette heure, on peut savoir des choses tellement rapidement parce que l'Internet offre une variété d'accès. Donc,
Il faut faire attention. Vous avez cité un nouveau terme. Je sais aussi que vous l'avez expliqué un petit peu, mais je vais vous reposer la question si vous pouvez nous définir le ESG, Oui. donc la responsabilité sociale, environnementale et la bonne gouvernance. Oui, donc quand on parle au niveau de respecter l'environnement, c'est de dire d'avoir des bonnes pratiques, de tout ce qui est vert, comme on dit. C'est vraiment de penser proactif, dire je vais protéger la planète, je vais faire attention. Et les règles changent toujours. Ce qui était difficile, c'est qu'il n'y avait pas de règles qui avaient vraiment été établies, dire c'est ça les standards. Parce qu'en ce moment, depuis peut-être 10 ans, on y va au milieu de notre connaissance. Chaque personne donne un peu sa définition. On n'a pas encore de standard international d'établi en disant voici ce qu'il y en est. Responsabilité sociétale, d'avoir une juste part du marché, de réinvestir une partie des profits qui sont faits dans la société, d'être des gens qui vont être des donateurs, des gens qui vont supporter les entreprises, supporter des initiatives. Et la bonne gouvernance, bien, c'est de s'assurer d'avoir un milieu de travail qui est sain. C'est s'assurer comme tel de laisser la chance aux employés de s'épanouir, de pouvoir aller travailler dans un environnement sécuritaire. Toutes des choses qui sont faciles à dire, mais qui sont difficiles à évaluer. C'est quoi l'indicateur de performance que tu vas prendre? On est chanceux, depuis environ un mois, il y a une nouvelle règle internationale qui s'appelle ESG 1000. Donc, c'est un peu comme des règles ISO. Donc, c'est une règle internationale qui a été développée pour dire quelles seraient les meilleures pratiques en termes de ESG et quels seraient des indicateurs de performance qui pourraient être utilisés dans le but de pouvoir quantifier le niveau de conformité. Donc, vous savez, quelqu'un peut vous dire, oui, je respecte les règles ESG. Je pense qu'on les respecte toutes un petit peu dans le sens qu'on fait attention, on recycle dans la mesure du possible, on essaie de protéger l'environnement, on essaie d'être juste et équitable envers tout le monde dans la société, puis on essaie en milieu de travail de respecter nos confrères et nos consorts. Mais à quel niveau? À un niveau acceptable ou juste un niveau minimal? Et c'est là que c'est laissé un peu à l'interprétation de beaucoup de personnes. Moi, je n'ai pas de problème, par exemple, que vous interprétez ce que vous faites différemment de ce que moi j'interprète. Mais le problème, c'est si on va sur les médias sociaux et que là, on commence à en faire la promotion et c'est d'autres personnes à plutôt vraiment cibler, c'est là que ça devient difficile. Et sur les médias sociaux, les gens ont tendance très souvent à être plus critiques que supportés. Donc, certaines entreprises ont quelques difficultés à ce niveau-là. Et dans la bonne gouvernance, c'est de dire, on va respecter nos clients, on va respecter nos fournisseurs, on va respecter nos employés, on va respecter la communauté. Donc, la bonne gouvernance, c'est le respect, dans le fond. Sauf que ce qui est difficile dernièrement, c'est la présence sur les médias sociaux des employés ainsi que des hauts dirigeants. Parce qu'on sait que depuis quelques années, on vit des conflits internationaux comme qu'on n'a jamais vu auparavant. Mais là, chaque personne peut avoir sa propre position. Donc, si quelqu'un au sein de votre entreprise a une position très arrêtée, la partage sur les médias sociaux et la personne dit « je le fais à mon nom personnel », les entreprises ont un petit peu un problème en disant « oui, mais les gens t'associent sur les médias sociaux comme étant un représentant de l'organisation. Donc, ce que tu dis, ça l'impacte de façon directe ou indirecte l'entreprise. » Et là, si on se rend compte que certains employés ont peut-être des comportements non éthiques en dehors des heures de travail, que c'est mis sur les médias sociaux, c'est sûr qu'il va y avoir un impact réputationnel pour l'employeur. Donc, dans la bonne gouvernance, il faut s'assurer qu'on indique à nos employés, il faut respecter les règles ESG, la diversité, l'égalité et l'inclusivité, et il faut faire attention lorsqu'on prend des positions très arrêtées dans certaines choses. Et si oui, souvent on dit, bien, peut-être en discuter au sein de l'entreprise avec les personnes compétentes, dire, OK, si tu vas publiquement et tu parles de ça, comment ça peut être perçu? C'est certain que dans les entreprises, on ne peut pas s'assurer que toutes les personnes vont toujours avoir les bons comportements. Mais certaines personnes clés, des personnes qui sont vues comme des représentants de l'entreprise, on va s'assurer. J'ai un exemple au niveau de l'enseignement. Je suis professeur. Si j'ai des positions très arrêtées dans un conflit, j'ai beau dire oui, mais ça représente uniquement mes opinions personnelles à moi et non pas celles de mon employeur. Mon employeur va quand même dire, Marc, tu es connu dans la communauté de par l'emploi que tu occupes avec nous. Donc, ça, je ne dis pas qu'il faut bâillonner nos employés, il faut les sensibiliser à dire, gardez à l'esprit que lorsque vous prenez des positions personnelles,
si elles ne sont pas alignées avec les valeurs de l'entreprise, il faudrait peut-être en discuter pour voir de quelle façon qu'on peut s'assurer que ce que vous dites de façon personnelle ne sera pas perçu comme étant un message officiel au nom de l'entreprise. Et puis une fois que c'est publié, ça existe. On ne peut même pas retirer ou supprimer. Ben, D'ailleurs, c'est beaucoup utilisé en politique. On va aller chercher tout ce qui a été dit et fait dans le passé pour détruire une personne. effectivement, et même des fois, vous savez, il faut avoir une situation où est-ce que, moi, ça m'est arrivé, quelqu'un qui portait le même nom que moi avait commis un acte non éthique. Et quand j'ai vu ça, ma réaction, ça a été de le contacter, le journaliste en question, puis lui dire, écoute, est-ce que tu pourrais juste préciser que ce n'est pas Marc Tassé, le professeur à l'université, juste dans le but de clarifier. Et le journaliste a été très transparent, il m'a dit, oui, je pourrais, mais je veux juste te dire une chose. Si j'écris, ce n'est pas Marc Tassé, le professeur à l'Université d'Ottawa, les gens, lorsqu'ils vont le lire, les mots qui vont rester, c'est Marc Tassé, professeur à l'Université d'Ottawa. Le « ce n'est pas », et je peux vous dire d'expérience, là, en ce moment, la plupart qui ne vous connaissent pas, ne vous ont pas associé, et même ceux qui ont vu votre nom, c'est peut-être pas certains qui vous ont associé à l'Université d'Ottawa. Mais si j'indique « ce n'est pas le professeur de l'Université d'Ottawa », les chances sont que les gens, ce que leur mémoire va se rappeler, ça va être Marc Tassé, Université d'Ottawa. Donc, ce qui est triste, mais qui est comme ça. Je comprends. Pour une petite entreprise qui commence, vous savez, il y a beaucoup de défis quand on commence et j'ai l'impression que tout ce qu'on vient de citer pourrait être peut-être plus de travail pour quelqu'un qui vient de commencer. Oui. Mais quelles sont les bases de tout ce que vous venez de citer qui, pour une petite entreprise, c'est faisable de prendre en compte pour commencer, pour toujours être éthique, être responsable et tout, sans pour autant aller trop dans le profond parce qu'une personne vient de commencer, elle n'a pas forcément les ressources pour faire tout ça. Je vous dirais la règle première, être transparent. Lorsque on parle de notre entreprise, on dit ce qui est vrai. On n'essaie pas d'en faire une promotion qui est peut-être un peu, je vous dirais, exagérée. Je vais donner un exemple, je partage souvent ça avec mes étudiants. J'ai 2 photos, puis les 2, c'est Winnie l'ourson. Le premier, c'est Winnie l'ourson qui est habillé bien normal, puis tu vois qu'il est chez lui, puis il parle avec un ami, puis il lui dit « J'ai travaillé au service au volant chez McDonald's ». Dans l'autre photo, on le voit, il est habillé en habit de gala, il est à un événement mondain, puis il indique « J'ai travaillé pour une entreprise qui est dans le domaine alimentaire avec un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars par année et je servais de liaison avec l'industrie de l'automobile. » En réalité, il n'a pas menti. C'est vrai que c'est une entreprise, service alimentaire, revenu annuel de plus de 20 milliards de dollars. Jusqu'à un certain point, c'est vrai qu'il était la liaison entre le restaurant et la voiture. Le client dans la voiture. La voiture, ça fait partie de l'industrie de l'automobile. C'est vrai, mais il a exagéré. Donc, pour une petite entreprise, mieux vaut toujours débuter sur des bases simples en disant, écoutez, on démarre, on a très peu d'expérience, mais on a fait des études, on a de l'expertise qu'on a appris en théorie, on est prêt à le mettre en pratique. Et vous savez quoi? On a une volonté, on a une détermination, on a une passion. Quand vous démarrez en affaires, là, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent dans votre compte de banque, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'années d'expérience, mais vous êtes passionné, vous êtes motivé. Et ces 2 points-là, la passion et la motivation, c'est ce qui devrait être votre plus belle carte de visite. Et des fois, si vous allez manger dans un restaurant, vous allez à quelque part, vous allez toujours dire « Ah, je me rappelle du serveur, de la serveuse, elle était tellement au bon endroit. » Des fois, vous allez dire « Cette personne-là, le travail qu'elle fait, c'est exactement ce qu'elle devrait toujours faire parce que tu vois qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait, qu'elle est heureuse de le faire et qu'elle est passionnée, qu'elle est motivée. » Donc, pour une entreprise qui démarrez toujours en disant « Je vais être transparent, je ne vais pas surfaire ma réputation, je vais être honnête. Et ce que je vais faire, je vais quand même livrer comme si j'aurais 30 ans d'expérience, même si j'en ai 3 ans d'expérience. Je vais rechercher un niveau d'excellence que le client veut avoir. Je vais lui livrer. Je vais travailler fort. Et en faisant ça, vous vous établissez comme étant une entreprise qui est transparente et qui est honnête. Et la nouvelle génération, c'est ce qu'ils recherchent.
Parce que si vous leur mentez, ils vont le savoir. Ils ont cette capacité d'aller valider. Ils ont ce réflexe de ce qu'en anglais, ils appellent fact-checker. Donc, de toujours aller voir, dire, tu me dis ça tantôt. C'est drôle, hein? Puis j'ai été sur Internet, puis dans ton profil, je ne le vois pas que tu as travaillé là. Donc, les gens... Puis moi, je trouve ça merveilleux, parce que le domaine de la prévention de fraude, on dit toujours ça, là. Trust but verify. Donc, faites confiance, mais allez quand même valider. Donc, pour une entreprise qui démarre, c'est faites certain que vous démarrez du bon point, que vous dites simplement la vérité, que vous n'allez pas surfaire votre réputation, vous allez livrer selon les attentes et qu'au sein de votre entreprise, vous allez vous entourer de gens qui sont comme vous. Vous savez, des fois, vous pouvez aller chercher quelqu'un qui va être un représentant des ventes ou du développement des affaires. Et si vous faites juste lui fixer un objectif de dire « Je veux que tu triples mon chiffre d'affaires », comment est-ce qu'il va s'y prendre? Alors, si tu dis « J'aimerais que tu puisses augmenter ma clientèle avec des clients que je vais être fier de servir, puis que ces clients-là vont devenir mes ambassadeurs par la suite », ça va être une croissance organique qui va être plus viable à long terme que juste de dire « Tu m'as demandé de tripler ton chiffre de vente, je l'ai fait ». Vous avez cité aussi la fraude. C'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui, que ce soit un particulier ou une entreprise. Pour les petites entreprises ou les gens qui commencent dans le monde des affaires, quels sont les exemples de fraude dont ils sont victimes, les plus courants? Très souvent, quelqu'un va les appeler, leur dire qu'ils sont de l'Agence du revenu du Canada, qu'ils ont soumis des rapports. L'agence est après revisée. Ils veulent entreprendre des démarches légales. Donc, ils veulent leur parler de façon très rapide dans le but de régler le dossier, de les rappeler tout de suite. Puis là, à ce moment-là, on leur dit, écoutez, pour régler ça, il faudrait vous payer une certaine partie de la somme qu'on vous exige. On pourrait vous rencontrer dans un stationnement de centre d'achat et si vous voudriez payer en carte cadeau. Si vous êtes relativement nouveau en affaires, vous pouvez dire, OK, si vous avez mon âge, vous dites, je n'ai pas souvent payé mes impôts avec des cartes cadeaux à quelqu'un dans un stationnement de centre d'achat. Habituellement, on va voir venir l'arnaque. Là. On fait, oh, je suis pas sûr. Mais si tu veux être un jeune entrepreneur, tu ne veux pas avoir aucun problème avec l'Agence du revenu, puis tu dis, moi, j'ai rempli ça, je pensais que je le faisais de la bonne façon, je me suis peut-être trompé. Vous donnez le bénéfice du doute à l'interlocuteur, et là, à ce moment-là, c'est là, des fois, vous vous exposez. Je dis toujours, les plus beaux réflexes, pensez, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens que quelqu'un de l'Agence du revenu du Canada, qui dit que je lui dois de l'argent, va prendre une entente avec moi pour une fraction en carte cadeau dans un stationnement? À la base, ça devrait ne pas être logique. Une autre chose que certains entrepreneurs, surtout les dirigeants, vont être exposés, ils vont recevoir des courriels. Quelqu'un va leur dire, OK, on tient à t'aviser. Bien, le courriel va être fait, souvent ça va venir de la France, si vous êtes francophone, et de dire, on s'est rendu compte que vous avez visionné des sites pornographiques. Où est-ce qu'il y avait de la pornographie juvénile? Et là, on a partagé l'information avec la Gendarmerie royale du Canada et contactez-nous parce que sinon, si vous ne nous contactez pas dans les 48 prochaines heures, on va aller comme tel vous arrêter à votre domicile. À la base, il faut tout le temps se questionner, ça fait-tu du sens? Les gens regardent, est-ce que c'est le bon nom à la Gendarmerie royale du Canada? Est-ce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui travaille là qui porte ce nom-là? Et oui, effectivement, c'est un commissaire. Moi, je suis toujours là. Pose-toi la question. Si, chez toi, tu as de la pornographie juvénile, que les policiers sont conscients, est-ce qu'ils vont t'envoyer un courriel pour te dire que si tu ne les contactes pas dans les 48 prochaines heures, ils vont aller chez toi pour saisir ton ordinateur? Voyons donc, ils ne peuvent pas faire ça. Le but, c'est l'élément de surprise, c'est d'arriver et de saisir avant que tu détruises. Donc, je suis le temps aux gens, ne réponds même pas à ça. Là. C'est impossible. Un policier ne te donnera jamais 48 heures de préavis pour te dire si tu ne te conformes pas, je vais aller te mettre en état d'arrestation. C'est impossible. Et si oui, c'est un policier corrompu, réponds-y pas non plus. Donc, je dis souvent aux gens, pose-toi la question, ça fait-tu du sens? Quelqu'un t'appelle, tu dis, parfait, écoutez, je suis occupé présentement, je vais vous rappeler. Donnez-moi votre numéro. 3/4 du temps, ils ne voudront pas. Ils vont juste raccrocher. Ah ben écoutez, non, parce que je parle tout de suite, sinon je ne serai pas là. Bien, quand tu seras là, dis-moi quand est-ce que tu vas être là, puis je vais te rappeler. C'est impossible que tu sois jamais là si tu travailles. Là. Il y a une journée que tu vas être là, je te rappellerai aux heures. Parce que souvent, les arnaqueurs vont cibler les jeunes entrepreneurs en disant qu'ils ont peu d'expérience,
vont être crédules jusqu'à un certain point. Donc, on peut peut-être en tirer avantage. Est-ce qu'il y a des assurances qui protègent un entrepreneur? Et si c'est le cas, quel type d'assurance pourrait protéger un homme d'affaires? Oui, il existe des assurances. Celle qui est peut-être la plus connue, parce que quand on parle des rançons logicielles, donc quelqu'un peut vous envoyer un courriel, dire on a pris contrôle de votre ordinateur, vous n'avez plus accès à vos données, et si vous voulez l'avoir, vous allez devoir nous verser un montant, puis à partir de là, on va retirer notre rançon logicielle et vous allez pouvoir récupérer vos informations. Il y a des assurances pour ça qui se vendent. Vous pouvez avoir un assureur que si jamais vous êtes victime d'une attaque d'un rançon logiciel, à ce moment-là, l'assureur va verser les montants pour vous. Sauf que on a vu des situations, puis c'était un petit peu assez inquiétant dans les dernières années. Beaucoup d'entreprises qui ont été ciblées par des attaques de rançon logiciel possédaient une assurance, justement, à ce niveau-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les fraudeurs avaient été capables d'entrer dans la base de données des compagnies d'assurance pour voir qui était leur client qui était assuré contre ce type d'attaque. Donc, eux savaient que lorsqu'ils étaient pour attaquer ces clients-là, bien, les clients auraient été plus portés à bien vouloir payer la rançon parce qu'ils sont justement assurés pour. Donc, ils auraient dit, je leur donne le dossier à ma compagnie d'assurance, puis la compagnie d'assurance règle ça. Donc, il faut faire attention, mais s'assurer, c'est ce qui est un peu mieux. Vous pouvez aussi avoir une assurance qui va vous être offerte pour vous protéger contre les vols à l'interne par vos employés. Donc, exemple, vous êtes partie d'une petite entreprise, puis une personne qui rentre dans votre département de comptabilité vous fraude, vole votre argent. À ce moment-là, si vous avez tout mis les contrôles en place, c'est vraiment hors de votre contrôle, vous avez tout fait la diligence raisonnable, mais que la personne l'a quand même fait, c'est possible que l'assurance en question va vous rembourser la perte que vous avez subie. Est-ce que ce genre d'assurance coûte cher? Parce que pour quelqu'un qui commence, il y a toujours la crainte du budget. Est-ce que c'est quand même Je vous faisable? dirais que c'est assez dispendieux et ça dépend du secteur d'industrie que vous êtes. Il y a certains secteurs d'industrie qu'on considère qu'il y a de plus grands risques que ça se produise, surtout si c'est une industrie où il y a beaucoup d'argent comptant qui est impliqué, des choses comme ça. Donc, si c'est une industrie où il y a un peu moins de contrôle puis que les transactions se font très rapidement, oui, effectivement, ça coûte plus cher. Pour les entreprises qui existent en ligne exclusivement, est-ce que les choses sont différentes? C'est-à-dire, est-ce que dans toutes ces lois que vous venez de citer, est-ce que tout est mis en place pour protéger ces gens qui travaillent en ligne exclusivement ou pas vraiment? Pas vraiment. Je vous dirais qu'on essaie de protéger tous les gens, que ce soit ceux qui travaillent en ligne ou pas. Les gens qui travaillent en ligne, souvent ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir un contrôle de base, à savoir, j'identifie le client, je rencontre la personne. Vous savez, exemple, si moi je veux vous frauder, c'est plus difficile si je vous vois. Mais si je ne vous ai jamais vu, je suis dans un pays que vous ne seriez même pas capable de prononcer le nom correctement, vous ne me verrez jamais de votre vie. Je peux avoir tendance à dire, tu sais quoi, je vais essayer. Puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors qu'aujourd'hui, si je vous connais, je me dis, si ça ne fonctionne pas, d'un, elle ne sera pas contente, et de deux, elle va peut-être en parler aux gens, elle dit, faites attention à Marc. Donc, je vous dirais, dès que vous êtes en ligne, vous avez des clients en ligne, soyez constamment à l'affût de tout ce qui se produit. Vous allez dire, mais comment est-ce que je fais pour savoir ça? Il existe le Centre canadien antifraude. Centre canadien antifraude, c'est un centre qui a été mis sur pied par la Gendarmerie royale du Canada. C'est vraiment une petite mine d'or. On répertorie tous les types de fraudes qui sont possibles, que ce soit des fraudes amoureuses, que ce soit des fraudes de type grands-parents, sont toutes là. Parce qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils recueillent les plaintes qui sont faites par les gens, ils les documentent, puis ils les rendent accessibles. Donc, ils disent, OK, là, si vous avez reçu tel type d'appel, c'est probablement tel type de fraude, voici ce qu'on vous suggère de faire. C'est une mine d'or, c'est accessible là, par Internet, vous n'avez pas de frais d'inscription, ça se fait de façon anonyme. Vous pouvez vous-même signaler quelque chose qui s'est produit ou vous pouvez juste aller voir, c'est vraiment bien. Là. Je vous dirais, selon mon expertise, c'est à peu près ce qui se fait de mieux en ce moment et c'est gratuit. Vous pouvez aussi consulter des professionnels, que ce soit des cabinets comptables, que ce soit des cabinets d'avocats, eux vont vous mettre à un coût, alors que ce site
vous donne, puis si c'est de la corruption, il existe le Centre canadien d'excellence en anticorruption, qui lui aussi est un site où on vous donne beaucoup d'exemples de situations où est-ce que vous pourriez, lorsque vous versez des montants d'argent, que ce soit perçu comme étant des paiements de corruption. Parce que la fraude, c'est une chose. La corruption, des fois, ça peut être un trafic d'influence. Ça peut être, vous faites un cadeau à quelqu'un, puis cette personne-là est en position de prendre des décisions. Et ça pourrait être perçu comme quoi qu'elle pourrait peut-être vous avantager à cause du cadeau. On va considérer que vous avez fait un paiement de corruption. D'accord. Ça, c'est intéressant. Alors, vous avez parlé de fraude. Pour les entreprises qui aimeraient être réglo, comme on dit, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir une personne à temps plein au sein de l'entreprise qui gère ces choses? Dans ce cas, quel serait le nom de cette position? Ou est-ce qu'ils peuvent avoir cette option de peut-être outsource de temps en temps une personne qui peut vérifier les choses? Je vous dirais la réponse est en fonction de la grosseur de l'entreprise et de sa capacité financière. C'est la réponse facile. La réponse plus utile, c'est de dire, si elle existe au sein de l'entreprise, on va souvent appeler la personne, on va l'appeler le responsable de l'éthique et de la conformité. Donc, il existe une position qui est responsable de l'éthique et de conformité. En anglais, il appelle ça Chief Compliance and Ethics Officer. On peut aussi avoir des situations où est-ce qu'on va avoir des gens qui, eux, vont faire de l'audit interne. Donc, des fois, on peut dire, les gens au sein de l'entreprise qui va être un auditeur interne, son travail va être de s'assurer qu'on n'est pas victime de fraude, de comportement non éthique. Et on a aussi un troisième qui est les personnes qui le font de façon virtuelle. On voit ça de plus en plus, un virtual CFO, quelque chose comme ça. Donc, on dit, c'est quelqu'un qui habituellement, soit qui est à la retraite ou qui est tout simplement un travailleur autonome, qui dit, moi, je vais offrir mes services d'expertise dans certains domaines. Toutefois, je ne vais pas travailler 40 heures chez le même client. Donc, exemple, une journée peut travailler pour vous, une journée pour quelqu'un d'autre. Donc, ça vous permet d'avoir accès à des ressources pour une fraction de semaine, mais avec ça, vous pouvez quand même rentrer dans votre budget. Donc, si vous dites, moi, je serais prêt à payer 20 000 $ pour quelqu'un dans ce domaine, mais vous dites, c'est sûr, je n'aurai pas quelqu'un qui va vouloir travailler pour 20 000 $. Mais si vous lui dites, tu vas venir faire une journée par semaine, puis la personne a 4 autres clients, bien peut-être que la personne va dire, oui, je suis prêt à passer une journée par semaine avec toi, puis je vais te charger 20 000 $ par année. Donc, ça peut être une façon de fractionner des coûts. Et vous avez été comptable, comme vous avez dit. La comptabilité, ça peut être quelque chose qu'on se dit comme quelqu'un qui commence dans le monde des affaires, je peux le faire tout seul. Je peux voir combien j'ai fait, c'est quoi mes dépenses, je peux un petit peu voir Excel sheet et essayer de faire les choses par moi-même. À quel point est-ce que vous conseillez d'avoir un comptable parce que ça fait la différence? Je vous dirais, quand vous débutez, vous pouvez le faire vous-même. À ce temps, il y a des logiciels comptables qui sont très peu dispendieux puis qui vont tout vous préparer des états financiers sur une base, là, je vous dirais, assez professionnelle. C'est souvent avec la croissance de l'entreprise. Quand l'entreprise est en phase de croissance, là, il va arriver un point où vous allez dire, je suis très occupé, je manque de temps, je peux aller me chercher une ressource externe, puis je vais la mettre uniquement à faire de la comptabilité ou un petit peu de comptabilité, finance, un petit peu de tout. Puis à ce moment-là, bien, la personne va occuper soit un seul rôle ou plusieurs rôles. Et là, la personne peut souvent vous faire bénéficier de ses compétences, vous accélérer votre processus de facturation, payer les fournisseurs plus vite pour bénéficier d'escomptes. Son salaire va se rentabiliser jusqu'à un certain point. Donc, je dirais que c'est actuellement à ce moment-là qu'on voit, mais tu as des personnes qui voient la comptabilité comme un coût non productif. Ils disent, écoute, je suis mieux de m'acheter, pas de m'acheter, mais je suis mieux d'embaucher une personne qui va être la responsable du développement des affaires, qui va me générer des revenus, que d'aller me chercher un comptable qui est une dépense sèche. Ça dépend comment vous le percevez. Je pense qu'une entreprise qui prend de l'expansion et qui fonctionne bien, habituellement, a une combinaison. De voir un comptable, quelqu'un qui fait du développement d'affaires, mais des fois, quand vous débutez, si vous êtes vraiment en phase de démarrage, surtout les petites start-up, comme on dit, souvent, ces petites entreprises-là ne peuvent pas se le permettre, mais ils peuvent quand même peut-être des fois aller chercher quelqu'un à temps partiel. Ça peut aider.
Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, Marc. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vraiment, je suis sûre que les gens qui nous voient et qui nous écoutent ont appris beaucoup de choses parce que ce domaine, il est peut-être nouveau pour beaucoup de personnes, tout ce qui est éthique, parce que comme vous avez dit, c'est quelque chose qui est basé sur l'éducation de la personne, sur l'expérience. Donc, c'est quelque chose qu'il faut connaître et apprendre. Et les gens peuvent faire des erreurs, mais on apprend des erreurs, en notant que ce n'est pas une erreur fatale qui va nous coûter beaucoup de choses. Je vous dirais que d'apprendre des erreurs des autres, c'est toujours mieux, C'est mieux. quand on démarre en affaires. Oui, je pense que ce qui est le fun à ce temps, c'est beaucoup de personnes vont parler de façon tout à fait confortable des erreurs qu'ils ont faites. C'est pas vrai qu'on dit, bien, moi je l'ai fait, ça m'a coûté cher, je veux que les autres aussi payent pour. Une fois qu'on a été victime d'une arnaque... C'est non éthique, ça. Exactement, c'est en plein ça. Une fois qu'on a été victime d'une arnaque, on devient un peu un défenseur de ça en disant « Hey, fais attention. Moi, là, je me suis fait avoir. » On est fiers de dire à nos amis, de devenir un peu des ambassadeurs de « Hey, réponds pas à ce genre de courriel. » Vous aussi? Oui. Je l'avoue moi-même. Je vous dirais, je me suis fait vraiment avoir à plusieurs occasions sans que je le sache. Mais j'ai eu, moi, cet appel téléphonique où quelqu'un me disait, tu sais, comme, on a essayé à plusieurs occasions, puis essayé de me soutirer de l'information, étant quelqu'un qui est très crédule, qui est très peu crédule, je retournais toujours les questions à la fin. Je pense que les gens tatanés. Ils raccrochent. Ils raccrochaient. Mais moi, j'étais habitué là-dedans. Ce qui me fait peur, c'est ceux qui vont frauder les personnes âgées, les personnes qui sont vulnérables. Bonnes. Parce que je dis souvent, la meilleure façon de te prémunir contre les personnes qui sont non éthiques ou les fraudeurs, c'est de penser comme eux. Agis pas comme eux. Je ne veux pas dire agis comme eux, mais pense comme eux. Dis, si moi je voudrais prendre avantage de quelqu'un, là, qu'est-ce que je dirais? Puis là, après ça, remets-le sur toi. Dis, si quelqu'un veut prendre avantage de moi, c'est peut-être ça qu'il va dire. Donc, si j'entends ça, ça devrait être un signal d'alarme en disant « Oh, je vais faire attention. » là, un petit signal d'alarme là, qui me dit que je ne devrais peut-être pas répondre à cette question-là. Et souvent, lorsqu'on le fait, c'est parce qu'on fait confiance. Les personnes desquelles vous êtes les plus, je vous dirais, vulnérables, ce sont vos amis et votre entourage. Et c'est pour ça que les fraudeurs vont toujours essayer d'établir un lien d'amitié avec vous, un lien de confiance. Parce que si vous n'aimez pas la personne, honnêtement, là, cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais je n'apprécie peu, j'apprécie peu cette personne-là. Vous allez toujours être sur vos gardes, sur votre défensive. Mais si vous êtes, cette personne a l'air tellement sympathique, vous allez peut-être baisser la garde et cette personne-là va en profiter pour malheureusement prendre avantage. Tout à fait. Merci beaucoup, Marc. On Ça me fait arrive à la plaisir. fin de notre rencontre. On se verra sûrement une autre fois, je l'espère. J'espère bien, moi aussi. Pour un autre sujet. J'avais plein de questions, mais étant donné la contrainte du temps, on va s'arrêter là. Parfait. Et puis voilà, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On est dans les temps, c'est super. Super. Mais écoutez, Oui, c'était rapide.